Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence dans ce webinaire qui va donc traiter de la cartographie des risques au service de la durabilité. Alors, on va attendre quelques minutes que l'ensemble des participants se connectent. Vous êtes plus d'une centaine normalement à vous être inscrits à ce webinaire. Donc, je suis en train de suivre en direct le nombre de participants. Voilà, on va attendre encore quelques minutes pour nous assurer que tout le monde est bien onboardé dans le webinaire. Donc, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, on est ensemble, je vous le rappelle, pour 1 heure de temps. Donc, nous devrions terminer à 18h45, en fait, cette séance. Voilà, vous êtes des participants qui viennent du monde bancaire et financier, mais pas uniquement. Donc, on a pas mal de professions et de secteurs en fait qui sont représentés aujourd'hui. Donc je vous rappelle les règles du jeu, la manière dont en fait on va fonctionner. Donc alors je vais me présenter, je m'appelle Yvan Alioli, en fait je suis formateur pour le compte de l'AFGES, notamment sur les dimensions risques et en particulier sur les risques opérationnels. Je serai donc aujourd'hui votre modérateur. Et donc, eh bien, je vais collecter au fur et à mesure du webinaire vos questions, puisque vous ne pourrez pas interpeller directement les intervenants. Mais donc, dans le chat, vous pourrez poser l'ensemble des questions par rapport aux présentations qui vont vous être faites. Et donc, eh bien, j'essaierai de redistribuer les questions à nos différents intervenants de ce soir. Voilà, on va attendre encore quelques secondes. Voilà, je vois que le nombre de participants augmente. Petite précision, en fait, le live est enregistré et donc sera transmis également aux personnes qui se sont inscrits à la webconférence. Donc, le replay vous sera en fait transmis automatiquement et il sera aussi disponible en fait sur le site de l'AFGES 2 jours après en fait après le webinaire. Donc en fait dans 2 jours vous pourrez le retrouver en fait sur la partie rubrique actualité du site de l'AFGES. Voilà, donc je vous propose que nous commencions. Je vois qu'on est maintenant une cinquantaine de participants, donc on va commencer et donc je vais demander à chacun de nos animateurs de se présenter et je vais commencer par toi, Béatrice. Donc, bonsoir Béatrice. Bonsoir Yvan, merci. Donc Béatrice Bonmichel, très rapidement, associée de l'AFGES, par ailleurs professeure associée à l'université Paris-Dauphine et on va dire un peu experte sur les thématiques de risque, audit, contrôle. Merci Béatrice. Dans l'ordre des présentations, Nicolas, pardon. Oui, bonsoir, Nicolas Dufour. Je suis professeur associé au CNAM et j'interviens depuis une quinzaine d'années dans les métiers du risque et du contrôle interne en assurance et un petit peu en banque également. Merci Nicolas. Et donc Laurent, bonsoir, notre troisième animateur. Bonsoir, donc Laurent Capelletti, professeur titulaire de la chaire de comptabilité et de contrôle de gestion au Conservatoire national des arts et métiers. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, 2 mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce webinaire est organisé par l'AFGES. Donc, l'AFGES, c'est un organisme de formation en fait spécialisé dans les domaines bancaires et financiers, un acteur de niche, mais donc intervenant de premier rang sur la formation dans le monde bancaire et financier. Quelques chiffres clés, donc organisme créé en 86 avec environ 80 formateurs experts. C'est plus de 275 formations en fait qui sont au catalogue de l'AFGES aujourd'hui, plus de 10 000 en fait stagiaires qui sont formés chaque année avec des notes de satisfaction de 18,4. Donc voilà un niveau d'expertise assez fort, forcément des
des intervenants pour le compte de l'AFGES, de leurs formateurs. Et donc, les principaux domaines de compétences sont donc la comptabilité, le contrôle de gestion, la gouvernance, le risk management et la réglementation bâloise pour nos amis banquiers qui seraient dans l'auditoire, les techniques d'audit, de contrôle interne, tout ce qui concerne la réglementation sur les marchés, les produits et les services financiers, et enfin les traitements des opérations et post-marché. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose que nous commencions. N'hésitez pas donc dans le chat à poser des questions sur l'ensemble des propos de nos animateurs. Et donc sans plus attendre, je vais laisser donc la parole à Béatrice, sachant Béatrice que je ne sais pas si je présente le programme ou tu le présentes. Alors, je vais présenter, si tu veux, ou tu peux le présenter. Tu vas le présenter. Non, mais vas-y, très bien. Je te laisse la parole. Merci à toi. Alors, bonsoir à tous. Donc, un programme à la fois classique sur un sujet classique, quelque part, puisque tout ce qui est cartographie des risques, ce n'est pas un nouveau sujet. Tout ce qui est gestion des risques, c'est un vieux sujet. Mais on va essayer ce soir un petit peu de le redynamiser, de lui redonner son efficacité et du coup de redonner un peu à la cartographie la place qui doit lui revenir dans l'entreprise. Donc au programme de cette web conférence, on va d'abord repréciser des évidences, mais qui en fait ne sont pas toujours autant des évidences dans l'entreprise, tout simplement parce que on a tendance derrière les outils à oublier vraiment le fond du sujet. Et donc on va revoir les spécificités du risque et le rôle de la cartographie très rapidement, donc en reprécisant bien la posture importante de la cartographie des risques. Dans un deuxième temps, grâce à Laurent Capelletti, on pourra aborder une composante importante qui alimente la cartographie des risques, qui est la vision des coûts cachés, notamment sur certains processus. Donc Laurent nous en parlera. Et puis enfin, grâce à Nicolas, nous verrons bien évidemment l'enjeu d'embarquer la cartographie et plus largement toutes les réflexions de risque qu'embarque la cartographie dans la décision stratégique. Alors, je vais démarrer juste rapidement, mais sur un point qui est vraiment très important. Bien appréhender le risque, c'est important parce que derrière, il y a des enjeux bien évidemment comportementaux. Que l'on soit contrôleur, qu'on soit auditeur, qu'on soit risk manager, etc., tout ce qu'on écrit à la fin, c'est quand même pour que les choses bougent. C'est-à-dire que pour que les constats et les recommandations soient mis en œuvre, que les dysfonctionnements de contrôle soient corrigés, etc. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que le risque, en fait, c'est une affaire de perception. Alors, sur l'image que vous avez ici, vous voyez des gens qui font du vélo et vous voyez que tout le monde n'a pas de casque. Alors, certains, naturellement, vont mettre des casques, des équipements très complets pour faire du vélo parce que ils ont une perception du risque qui fait que pour eux, la question ne se pose pas. Peut-être parce qu'ils ont eu des incidents ou autres. Et puis, il y en a d'autres, tant que ce n'est pas obligatoire, tant qu'ils n'ont pas une impulsion forte de le faire, ils vont considérer qu'ils ont d'autres priorités, que de toutes les façons, ils gèrent, qu'ils savent faire du vélo, que voilà, et que les trajets sont courts, etc. Donc, vous voyez que le premier sujet de risque, c'est soit on a une injonction forte et on n'a pas le choix, et du coup, on doit respecter certaines règles, soit on va le gérer par rapport à nos propres priorités, et donc, principalement, l'enjeu de perception. Et ça, c'est important parce que on va voir d'une part que, bien évidemment, ça conditionne le fait qu'on suive ou pas les recommandations de différents acteurs internes. Et le deuxième point, c'est qu'on va voir que dans la cartographie des risques, on va pouvoir embarquer un certain nombre d'informations qui vont justement aider à construire à la fin des raisonnements pour essayer de faire modifier, si nécessaire, les perceptions de nos interlocuteurs. Sachant que les gens des risques, donc la cartographie est un outil important, notamment bien évidemment pour le risk manager,
Le risk manager, son job, quelque part, c'est de piloter les risques et d'alerter si effectivement il y a des risques qui lui semblent évoluer ou des zones d'attention. Et on voit donc qu'à ce moment-là, il est bien évidemment important qu'il arrive à convaincre, à être convaincant sur son argumentaire pour pouvoir faire prendre conscience de l'intérêt. Donc ça, c'est un premier élément qui est important, c'est une affaire de perception. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui pourrait faire que la perception est modifiée? Alors, bien évidemment, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord les données. C'est sûr que si on a des pertes, des incidents, etc., c'est sûr que pour concrétiser le risque, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est pourquoi, notamment dans le monde financier, les établissements ont vraiment fiabilisé la collecte des pertes et des incidents parce que c'est vraiment, bien évidemment, une façon évidente de faire modifier cette perception. Mais la modification de la perception ne peut pas toujours s'appuyer sur des pertes et des incidents parce que, notamment, il y a des événements qui sont extrêmement rares et donc dans lesquels on ne l'a pas dans notre historique. Et donc, toute la question, c'est comment modifier la prise de conscience quand on n'a pas forcément d'historique. Et on va voir donc que la cartographie va porter ces raisonnements, ça reste un outil, mais néanmoins, elle va porter ces raisonnements, elle va porter ces indicateurs, tout en bien évidemment n'étant pas une boule de cristal, puisque la cartographie ne représente pas le futur, ça serait trop simple. La cartographie va porter un raisonnement à un instant T qui va nous permettre de raisonner demain et de prendre donc des décisions éclairées. Les bonnes, on ne sait pas, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, des décisions éclairées. Donc, revenons un petit peu sur ce qui constitue un risque quelque part. Quelles sont les sources du risque? Généralement, quand il y a un événement de risque significatif, il y a potentiellement une menace externe. Donc, c'est ce que vous voyez par la main quelque part, avec par exemple une menace externe qui pourrait être une menace géopolitique, une menace réglementaire, une menace cyber, une menace économique, etc. Cette menace externe va se télescoper potentiellement avec une stratégie, la stratégie interne de l'entreprise, la stratégie d'un métier, qui, par rapport à la stratégie, va être abordée sous l'angle de l'opportunité par les directions générales. La stratégie, les objectifs sont des opportunités pour faire du business, pour être rentable. Mais du côté des risques, on le prend à la fois comme une opportunité et à la fois toute stratégie peut avoir son versant vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elle peut, il y a des stratégies qui peuvent rendre l'entreprise plus vulnérable dans un contexte donné. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'invasion de l'Ukraine, classiquement, une entreprise qui avait une stratégie assez orientée vers la Russie, bien évidemment, télescopée avec cet environnement externe, ça peut amener un certain nombre de risques significatifs. Donc, menace externe, potentielle vulnérabilité issue de la stratégie, deuxième composante. Et la troisième composante, c'est l'importance du dispositif de maîtrise des risques, qui, bien évidemment, va être un élément fondamental pour essayer de réduire l'impact du télescopage potentiel d'une menace externe et d'une vulnérabilité, et qui peut être également à l'origine d'un risque. Et donc, si je résume ici, à la base d'un risque, il peut y avoir un dysfonctionnement de contrôle. Mais un dysfonctionnement de contrôle, un dysfonctionnement de maîtrise des risques, n'est pas forcément un risque en soi, n'amène pas forcément de risque. Par contre, un dysfonctionnement de contrôle associé avec des révélateurs de risque, c'est déjà un premier indicateur que le risque commence à se concrétiser. Un dysfonctionnement de contrôle avec, dans un contexte de vulnérabilité de la stratégie, c'est un niveau encore au-dessus qui peut amener potentiellement des risques demain. Un dysfonctionnement de contrôle avec une stratégie qui présente des vulnérabilités, avec des menaces externes, alors là,
vous êtes en termes de probabilité sur une probabilité de survenance du risque, voire d'impact qui augmente. Donc, Béatrice, on considérera que le risque est significatif. Donc, on pourra considérer que potentiellement, effectivement, le risque peut être significatif. Ça reste un risque, ça reste une incertitude, mais bien évidemment, la probabilité de survenance augmente. Alors, je vais prendre même un exemple simple parce que je regarde par ma fenêtre et la pluie tombe. On voit bien que si effectivement je sors dehors et que j'ai un parapluie qui ne fonctionne pas, c'est un problème. Si effectivement j'ai la stratégie de sortir, et si je suis dans un environnement externe où effectivement il pleut, sous réserve que bien évidemment j'apprécie la pluie. Mais le fait que mon parapluie ne fonctionne pas, si je n'ai pas l'intention de sortir et s'il fait beau, tout le monde s'en fiche quelque part. Donc voilà, c'est juste pour illustrer que toutes les histoires de risques, notamment de risques significatifs, résulte de l'association de trois composantes: un dysfonctionnement dans la maîtrise, une stratégie qui expose l'entreprise avec une exposition de la surface de vulnérabilité, et troisièmement, une menace externe qui est venue à ce moment-là se télescoper dans ces deux précédentes composantes. Très bien, Béatrice. Et donc, dans ce contexte, en fait, qu'est-ce que va apporter la cartographie des risques? Et est-ce que tu peux nous repréciser en fait les principales étapes de cette cartographie des risques? Comment mettre en place cette cartographie des risques? Alors en fait, qu'est-ce que va apporter la cartographie des risques? Elle va d'abord apporter une visibilité sur l'ensemble du périmètre opérationnel, puisque par définition, elle doit être exhaustive. Elle doit être exhaustive par processus dans une cartographie plus opérationnelle, par thématique de conformité dans une cartographie plus de conformité. Donc, elle va apporter déjà cette vision globale sur l'ensemble du périmètre et pouvoir réaliser des arbitrages. Deuxième point important de la cartographie, c'est un des meilleurs outils pour vendre la qualité des dispositifs de maîtrise, puisqu'elle va associer un risque brut qui va être inhérent à la stratégie et à la vulnérabilité dont on parlait précédemment, qui va être inhérent au contexte aussi, à l'environnement externe, et puis elle va l'associer à un risque net, du brut au net. On va pouvoir ainsi prendre conscience de la valeur du dispositif de maîtrise des risques qui permettra de réduire plus ou moins, avec plus ou moins de succès, l'exposition au risque brut qui résulte de manière intrinsèque à la stratégie et à l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Troisième composante, c'est que bien évidemment, donc, la cartographie va apporter la compréhension des éléments de maîtrise qui vont vraiment être constitutifs et contributifs à la maîtrise du risque. Mais bien évidemment, avec l'assurance raisonnable unique. Et puis enfin, la cartographie est l'outil le plus simple que je connaisse, qui permet de porter les trois familles d'indicateurs dont on parlait précédemment. Des indicateurs attachés à ces fameuses menaces externes, que certains vont appeler des facteurs de risque externes, c'est pareil. Des indicateurs qui vont être plus sur la stratégie de l'entreprise, avec notamment, par exemple, des KPI, des Key Performance Indicators, qui vont porter justement des informations sur la visibilité de cette zone de vulnérabilité. Troisième famille d'indicateurs qu'on va trouver sur la cartographie, c'est les indicateurs liés à la qualité du dispositif de contrôle. Typiquement des taux de conformité ou tout ce qu'on veut, bref, des indicateurs de contrôle. Et ces trois familles d'indicateurs vont être couplées avec un quatrième indicateur qui va être un révélateur potentiel. Ce sont les fameux indicateurs de risque. Donc voilà les quatre composantes qui vont être portées par la cartographie. Outils, somme toute, assez simples. Parfois, c'est les outils eux-mêmes qui
parfois obscurcissent un peu la visibilité sur la carto, mais la construction même d'une cartographie est assez simple. Ça explique d'ailleurs le succès qu'elle peut avoir dans plein de domaines, hein, que ce soit dans les domaines de la vie de tous les jours ou dans l'entreprise. Hein. On a des cartographies maintenant quasiment sur tous les sujets. Et enfin, du coup, in fine, donc à quoi sert la cartographie? À prendre des décisions aujourd'hui par rapport à nos connaissances d'aujourd'hui, à vérifier son profil de risque aujourd'hui par rapport à la stratégie d'aujourd'hui, bien évidemment, et puis enfin à pouvoir piloter demain et surtout à pouvoir demain également justifier pourquoi aujourd'hui on a pris telle décision au regard du risque. Ça va nous aider à pouvoir rendre compte, en fait, du profil de risque à un instant T, notamment en cas de problème. Et donc, par rapport à ta dernière question, Yvan, donc rapidement, là, c'est une démarche de gestion des risques, j'imagine, tout le monde connaît, parce qu'elle date depuis plus de 30 ans, quelque part, et elle n'a pas bougé en tant que telle. Dans la cartographie, pour réaliser une cartographie, on va démarrer bien évidemment par identifier les risques attachés au processus de l'entreprise. C'est sans doute ce que je vais considérer comme l'étape la plus simple. En général, on a plutôt trop de risques que pas assez. C'est éminemment rare qu'une entreprise qui a un risque qui survient ne l'ait pas déjà cartographié d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, le point le plus difficile, c'est bien évidemment la mesure. Qui est capable de dire demain combien coûterait une attaque cyber sur telle et telle entreprise? On sait que le risque existe, mais combien il peut coûter? Là, la question, bien évidemment, est impossible à répondre. Par contre, lorsqu'on répond, on essaye de répondre à ces questions, à ce moment-là, on va forcément se poser la question, dans quel cas de figure l'impact pourrait-il être le plus fort? Dans quel cas de figure la fréquence pourrait-elle être plus significative? Et toutes ces réflexions qu'on embarque quand on va chercher à mesurer, c'est pas tant la mesure qui va être importante, parce qu'elle va être fausse. Par définition, généralement, elle est souvent fausse, sauf si on a vraiment un gros historique. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est les réflexions qu'on mène à ce moment-là, parce qu'on va pouvoir identifier justement les fameux facteurs de risque, les fameuses zones de vulnérabilité de la stratégie ou de l'environnement qui pourraient faire que demain, on pourrait avoir un risque avec un impact fort ou un risque avec un impact plus faible. Enfin, une fois qu'on a mesuré le risque, l'idée c'est de traiter le risque, bien évidemment, ou ne rien faire étant une technique de traitement du risque. Et le dernier point, et le plus important de la cartographie, bien évidemment, c'est le pilotage rendu possible grâce à des indicateurs pertinents. Il n'y a pas un risque possible dans une cartographie sans indicateurs associés. Ça n'a aucun sens. C'est comme monter dans un avion où on aurait juste l'indicateur de vitesse et la jauge à essence pour se guider. Dans le contexte d'un avion ou dans le contexte dans lequel l'entreprise est aujourd'hui, ça serait absolument non concevable. Voilà. À ce titre-là, Béatrice, peut-être Jean-Christophe dans le chat qui nous interpelle en nous disant qu'il serait intéressant de se poser la question de la pertinence des KPI dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ces indicateurs doivent aussi être remis en cause, réactualisés en fonction naturellement de l'évolution du profil de risque de l'entité. Tout à fait, puisque les KPI, ça représente la stratégie, donc ça représente les zones de vulnérabilité potentielle, les opportunités d'un côté, mais le versant risque. Et bien évidemment, ça fait partie des indicateurs que le pilote du risque doit ajuster en permanence. C'est comme si je roule en voiture, bien évidemment, je n'ai pas les mêmes réflexes quand je roule à 50 que quand je roule à 130. Et du coup, forcément, il faut que je garde un œil sur ma vitesse pour pouvoir ajuster tous les autres éléments de maîtrise de mon véhicule. Oui, tout à fait, absolument, Yvan. Très bien. Alors, merci Béatrice. Donc, on comprend que l'évaluation des risques est un élément naturellement clé dans la démarche de la cartographie des risques. Et donc, c'est cette évaluation qui permettra finalement de déterminer si le risque mérite d'être piloté.
et de quelle manière. Et donc, pour ça, il va falloir que l'on mesure, en fait, l'exposition au risque au travers de la probabilité. Alors, il y a une notion qui est très intéressante dans la mesure et qui n'est pas toujours prise en considération, en fait, dans les exercices de cartographie des risques, c'est la notion de coût caché. Et donc, Laurent va nous présenter, en fait, cette notion de coût caché. De quoi parle-t-on exactement, Laurent? Et est-ce que vous pouvez, en fait, illustrer par des exemples concrets la manière, en fait, dont on peut évaluer ces coûts cachés? Alors oui, tout à fait, Yvan. Donc, bon, déjà, en termes de définition, caché, ça veut dire en fait qu'il n'est pas enregistré, pris en compte, ou bien très imparfaitement par les systèmes comptables et financiers de l'entreprise, hein, et qui vont donc obliger, pour être mesurés, en fait, à des mesures extra-comptables, extra-financières. Hein, donc, coût caché égale des coûts, alors soit directs, soit indirects, soit variables, soit fixes, peu importe la nature. Le principe, c'est qu'ils ne sont pas pris en compte ou bien très partiellement, hein, par les systèmes d'information classiques. Donc, le premier intérêt, si vous voulez, de la méthode des coûts cachés, qui est utilisée par depuis longtemps dans des centaines, voire des milliers d'entreprises, actuellement plus spécifiquement sur les questions de cartographie des risques, par exemple, dans le groupe Brioche-Pasquier, dans le groupe des hypermarchés Leclerc, des plus petites entreprises également, des collectivités locales, hein, la municipalité dans laquelle je suis adjoint au maire d'ailleurs, Moguio-Carnan. C'est que, comme l'expliquait très bien Béatrice, c'est que évaluer les coûts donc cachés pour la plupart, hein, des risques que l'on cherche à contrôler, la première chose, c'est que ça va stimuler, ça va nourrir la réflexion, ça va, j'allais dire, dynamiser d'une certaine façon les cartographies des risques. Ça va les rendre, leur donner donc une dimension pas seulement qualitative, quantitative, mais aussi financière, et donc qui stimule, on appelle ça calimétriser si vous voulez, et c'est donc ça stimule effectivement la réflexion, hein, et donc la prise de décision. Ça, c'est le premier intérêt. Donc, pour mieux anticiper les risques. Le deuxième intérêt, le cas échéant, c'est qu'à partir du moment où on va calculer le coût des risques, et comme l'a précisé Béatrice, hein, ça va être des estimations. On est typiquement, puisqu'on parle de durabilité, donc la mesure des coûts cachés, on est complètement dans la durabilité, c'est-à-dire on est sur une mesure donc extra-financière, extra-comptable, c'est la définition de la durabilité. Et donc, on ne va pas chercher une exactitude, une exhaustivité impossible à avoir. On va chercher en fait des ordres de grandeur tout à fait réalistes qui font consensus. Voilà. Et donc, le fait d'avoir ces ordres de grandeur des coûts, pour la plupart cachés, hein, des risques que l'on cherche à contrôler ou que l'on contrôle, ça va permettre, par comparaison avec le coût complet des contrôles aussi, de réfléchir si on est bien quand même dans une certaine efficience, hein, du système de contrôle interne, et ça va aussi nourrir la réflexion de ce point de vue-là. Hein. Et puis, le troisième intérêt, c'est un intérêt en fait de pondération, hein, comme l'a expliqué Béatrice, c'est-à-dire au-delà, l'occurrence, quand même, périodiquement, peut-être pour des risques dont on suppose qu'ils sont quand même à impact fort, de vérifier malgré tout s'ils se réalisaient, leur coût serait si important que ça. Hein, donc ça va permettre aussi finalement de nourrir la réflexion sur la pondération et sur l'impact des risques. Alors, l'évaluation, donc alors, je suppose que dans nos auditeurs de ce soir, un certain nombre ont probablement déjà des méthodologies, hein, pour chiffrer le coût des risques qui sont dans leur cartographie. Donc, on pourrait dire que la méthode des coûts cachés, c'est une méthode possible. Hein. Son avantage, c'est qu'elle est opérationnelle et qu'elle marche. Et en termes donc d'évaluation,
la méthode est vraiment très simple dans son principe. Soit, en fait, dans votre cartographie, vous vous intéressez à un risque qui résulte d'un dysfonctionnement qui s'est déjà produit. C'est-à-dire vous avez un historique. Par exemple, vous déterminez que, par exemple, en risque opérationnel, vous avez des risques importants en fait de panne de machine. Vous voyez, je prends des exemples basiques. Et à ce moment-là, vous allez faire l'analyse des coûts cachés résultant d'une panne que vous avez eue dans le passé. Pour avoir en fait un chiffrage de coûts cachés, je veux dire fondé sur la réalité, et raisonnablement, vous en faites un impact raisonnable d'un risque de panne s'il se reproduisait. Vous voyez ? Donc, premièrement, vous utilisez la méthode pour mesurer le coût des risques lorsqu'il s'agit, et beaucoup de risques dans les cartos résultent finalement de dysfonctionnements qu'on a eu dans le passé et dont on décide de faire en fait un risque à surveiller, à contrôler. Soit en fait, dans votre cartographie, c'est un risque finalement qui ne s'est jamais concrétisé. Alors, j'allais dire tout type de risque. Là, on est sur une vision large du risque, soit stratégique, soit opérationnel, soit de non-conformité, soit de reporting. Les quatre grandes familles de risques modèle COSO. Et d'ailleurs, dans l'optique de la durabilité, on est complètement là-dedans. À ce moment-là, vous allez faire en fait dans un groupe de travail de personnes concernées, de praticiens qui pourraient vivre la situation. Vous allez faire en fait un groupe de travail de simulation, d'estimation, de scénario du coût caché du risque s'il se produisait. Par exemple, un risque concernant, donc si je reste sur des risques opérationnels, donc de coûts d'accident du travail, du personnel, en raison de risques de non-respect des normes de sécurité. Un risque, par exemple, de cyberattaque, un risque d'intrusion, un risque d'incendie, un risque social. De plus en plus, les entreprises dans leur carto intègrent les risques sociaux, par exemple d'absentéisme. Dernièrement, je travaillais pour un transporteur. Le coût du risque, en fait, de conducteurs défaillants qui sont pas là au moment où on les attend pour en fait assurer le transport, vous voyez, et qui derrière donc mettent en place des procédures pour minorer ce risque. Ça coûte combien, vous voyez. Alors, en termes de composants utilisés pour donc mesurer donc les coûts cachés, on a des composants donc qui, j'allais dire, qui permettent de couvrir à la fois les coûts directs et à la fois les coûts indirects. Ce qu'il faut retenir, c'est la notion de régulation. C'est-à-dire, on chiffre les coûts cachés à partir des conséquences en termes d'activité humaine ou de consommation de ressources et de consommation de ressources. Ce qu'il advient pour faire face, pour traiter le risque. Alors, par exemple, un risque d'endommagement d'équipement. Pour calculer le coût caché du risque, en fait, on va faire l'inventaire finalement des conséquences en termes d'action de remplacement de ces équipements. Alors, temps passé pour remplacer les équipements, plus coût des matières à remplacer. Si on prend un exemple d'incendie, de dégâts liés en fait à des conditions climatiques, on va prendre en compte, bien entendu, en consommation de ressources, le coût additionnel d'assurance et également donc tous les temps d'activité humaine passés en fait sur la réparation de ces dommages et le montage du contrat d'assurance. Mais également, si ces régulations concernent des coûts indirects, on va les prendre en charge. Les coûts de perte d'opportunité. Alors, par exemple, dernièrement, donc, c'est un exemple qui touche aux compétences. Je suis intervenu chez un grand distributeur de jouets. Et en fait, au moment des périodes de Noël, c'est là où ils réalisent l'essentiel en fait de une grande partie de leur budget vente, sous réserve que les chefs de rayon aient bien eu leur formation sur les jouets vedettes
qui vont être mis en rayon, en sorte que, le moment venu, ces chefs de rayon sachent en fait bien expliquer les avantages du jouet et le faire des démonstrations et inciter en fait de façon satisfaisante les clients en fait à l'acheter. Et si ces formations ne sont pas faites, en fait, par historique, cette chaîne sait que ça va lui faire en fait, alors en fonction des cas, en fonction des catégories de jouets, 5, 10%, jusqu'à 20% en moins du budget vente prévu, attendu. Donc là, dans ce cas, pour le chiffrage en fait du coût de ce risque de non suivi des formations pour cette entreprise, en fait, on va chiffrer donc le coût de la perte d'opportunité qui surviendrait si effectivement les formations n'étaient pas assurées, ou plus exactement, si les chefs de rayon n'allaient pas, parce que le risque est plus là d'ailleurs, en fait, ils font sauter leur formation au motif qu'ils ont autre chose à faire, des choses opérationnelles à faire. Et donc là, en fait, on prend la perte d'opportunité, la perte de marge, en l'occurrence, dans ce magasin de jouets, 20%. On peut aller, alors c'est en fonction bien sûr des analyses, hein, si ces risques, s'ils survenaient, allaient jusqu'à, j'allais dire, des dégradations d'image, de perte de réputation. Je suis intervenu, alors ils appelaient ça le contrôle d'exploitation, hein, dans le groupe Paul Bocuse. Et par exemple, en fait, le risque d'utiliser en fait des produits avariés en termes de coûts cachés, on le chiffrait bien sûr en termes de, j'allais dire, d'amende par l'hygiène, la santé, la sécurité, mais également donc en termes de, il y a des amendes, mais il y a aussi des fermetures en fait, hein, de restaurants, hein, en cas de survenance du risque. Donc là, on est sur des pertes en fait de recettes, des pertes d'opportunités, et également en fait une perte, j'allais dire, de réputation et d'image. Alors là, comment chiffrer? Soit ça, par le passé, ça vous est arrivé, donc vous avez une base historique. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Soit ce que vous pouvez faire, c'est un benchmark, c'est-à-dire trouver des organisations comparables qui ont eu ce problème-là pour faire une estimation réaliste en disant, si ça m'arrivait, je subirais à minima des conséquences équivalentes. Et c'est ce qu'on avait fait dans ce groupe, et on avait constaté que par rapport à des restaurants de même nature qui avaient eu ces problématiques, ça s'était traduit en fait pendant 1 an et demi par une baisse de fréquentation de l'ordre de au moins 1/3. D'accord? Donc, on avait intégré ça, hein, au moins 1 an et demi. Hein. Donc, à chaque fois, on chiffre, c'est un ordre de grandeur, on chiffre le minimum. Bon, voilà quelques exemples. Merci. Très simple. Merci Laurent. Je vais me permettre de t'interrompre par rapport au timing. Donc, coût caché, coût d'opportunité, manque à gagner, risque réputationnel ou d'image, comme tu viens de le dire, sur une estimation. Il y a une autre question qu'on se pose souvent en matière de cartographie des risques, et là je vais passer la parole à Nicolas, c'est en fait quel levier on peut avoir aujourd'hui pour que finalement une direction générale s'intéresse à la cartographie des risques, adhère en fait à l'exercice de cartographie des risques, trouve une utilité à la cartographie des risques. Et autre question que j'ai envie de poser à Nicolas, c'est en quoi en fait cette cartographie va-t-elle servir en fait la stratégie d'entreprise? Oui. Merci. Vous m'entendez bien, oui? C'est bon. Très bien, très bien. Merci. Alors effectivement, hein, par rapport à tout ce qui a été dit, il y a plusieurs enjeux derrière la cartographie des risques et à mettre en lien effectivement avec la prise de décision stratégique ou aussi sa déclinaison opérationnelle, hein, l'exécution de la stratégie. Alors là, vous avez quelques exemples et je vais commencer par des verbatims, hein, quand on échange avec des DG d'entreprise d'assurance, des présidents de comité des risques aussi, parce que la cartographie, c'est quelque chose qui s'insère aussi dans une gouvernance des risques, hein.
au service même d'une gouvernance des risques. Béatrice l'a évoqué, c'est quelque chose qui permet d'amener le débat sur les risques prioritaires de l'entreprise. Si nous avions eu connaissance des risques, nous aurions pris d'autres décisions d'investissement. Derrière ce genre de verbatim, vous avez un point important, c'est qu'une cartographie des risques majeurs et financiers, elle va avoir aussi pour enjeu de se positionner, de se prononcer sur une stratégie d'investissement en l'occurrence, ce qu'on appelle parfois dans des secteurs régulés une allocation d'actifs stratégiques. Sur quel type de secteur je veux aller, sur quel type de pays je veux aller, dans quel type de société je veux investir. C'est typiquement ce genre de réflexion qu'il faut avoir, et notamment quand on a une stratégie de diversification. Donc ça, c'est un point important. Alors, ça peut se faire sans cartographie, mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de formalisé qui permet aussi de comparer tous ces risques, parce que Béatrice l'a évoqué, il y a une logique de chercher l'exhaustivité, mais malgré tout, derrière l'exhaustivité, on a besoin de prioriser. Donc ça, c'est aussi l'un des enjeux de la cartographie des risques, c'est de l'aide à la décision, de l'aide à la priorisation. Et ce qui me permet d'introduire une autre notion, c'est que derrière la cartographie des risques, vous avez une autre notion clé qui est le cadre d'appétence au risque. Quels sont les risques que l'entreprise accepte de prendre? Quels sont ceux qu'elle laisse de côté? Quels sont ceux pour lesquels, Laurent l'a évoqué aussi, des éléments de maîtrise vont être mis en avant parce que ces risques sont considérés comme prioritaires et ne peuvent pas être laissés de côté. Alors ça, on le voit dans tous les secteurs. Là, vous avez quelques exemples et qu'on va voir juste après, donc d'entreprises qui ont parfois pris des risques très importants, qui ont acheté au plus haut, qui ont investi au plus haut et qui effectivement n'ont pas forcément bien évalué, on l'a évoqué, c'est le plus dur, bien évalué les risques financiers, stratégiques sur leur horizon de pilotage. Donc ça, c'est un point important. On l'a peut-être pas assez dit, la cartographie, c'est aussi quelque chose qui est très prospectif. Sur les 5 prochaines années, compte tenu de ma stratégie, quels sont les risques qui vont la remettre en cause, qui vont effectivement rendre un peu difficile l'exécution de cette stratégie. Ça peut être des risques opérationnels, des éléments externes ou internes qui remettent en cause l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Ça peut être aussi tout simplement une stratégie qui n'était peut-être pas très lucide ou une bonne stratégie mais mal exécutée, trop rapidement, sans tenir compte de ces facteurs de risque-là. Et ce qui nous amène à l'autre verbatim que vous voyez sur ce slide, on peut rester sur le premier slide. Ouais, merci. Ce que j'attends de la carte des risques, c'est que l'on me dise à côté de quoi je suis passé, effectivement. Quels sont les risques importants qui peuvent sembler très évidents, pris comme ça, un à un, mais noyés dans le détail, on peut passer à côté de choses énormes. Il suffit de prendre des exemples. Quand vous prenez le cas de l'affaire Madoff, elle a coûté très cher à des particuliers, elle a coûté très cher à des investisseurs institutionnels. Le risque était connu, du rendement servi depuis des années à 30%, c'est des choses où on pouvait se poser des bonnes questions, effectivement, mais effectivement, il y avait un sujet de débat, d'échange autour des risques. Et ça, là, on peut changer de slide, effectivement. On le voit sur de très nombreux exemples, en fin de compte, sur des risques majeurs. En fait, l'enjeu pour l'entreprise, c'est ne pas passer à côté des cas flagrants, ne pas passer à côté de risques soit très graves et peu probables, mais il faut quand même se poser ces questions, comme le cas de Citibank, qui verse par erreur 900 millions d'euros et aura des difficultés à recouvrer ces sommes. Ça peut être aussi des risques de fréquence, des risques bien connus, que Laurent évoquait autour des coûts cachés. Colissimo, 20 000 erreurs par jour. Donc ça, c'était il y a quelques années. C'est des choses qui ont été en partie traitées, effectivement. Mais on envisage bien un plan de traitement des risques dans un cas comme ça, parce que de tels taux de fréquence nécessitent effectivement de revoir ce risque-là. On va être au-delà d'un cadre d'acceptation du risque. Donc ça, c'est aussi un point important. On voit ça dans plein d'autres domaines. Le plus dur, c'est peut-être en fin de compte de regarder aussi ces risques stratégiques. J'ai un business plan, j'y crois. Un business plan, ça n'est jamais qu'une traduction chiffrée d'une stratégie avec des hypothèses assorties d'un degré de confiance. Pour le coup, effectivement, l'enjeu de la carte des risques, c'est bien de challenger ces hypothèses, d'identifier des zones de risque qui remettraient en cause soit un droit à opérer, une entreprise ne peut plus intervenir sur son secteur parce qu'il y a des enjeux de conformité, conformité CSRD, conformité au devoir de vigilance. Je prends 2 exemples où la cartographie des risques va devenir ou est obligatoire. Donc on voit bien effectivement que ces démarches-là, elles ont pour objectif de se poser des questions. Et c'est vraiment peu à peu l'enjeu vers lequel on va, en fait. C'est cette démarche d'intégrer la cartographie des risques dans à peu près tous les domaines de risques majeurs, effectivement. On peut prendre d'autres exemples, mais là, vous le voyez sur ce slide très rapidement. Quels sont mes risques qui sont en zone rouge? J'ai 500 risques que j'ai identifiés sur tous mes processus, lesquels vont vraiment ressortir.
Et effectivement, en général, on s'appuie sur l'expertise des dirigeants, l'expertise des opérationnels. On va benchmarker aussi, ça a été évoqué, ne serait-ce parce qu'on a besoin de ne pas passer à côté de certains scénarios. Exemple simple, je n'ai jamais subi d'attaque par rançongiciel, donc je vais avoir besoin de me comparer, de voir est-ce que ce risque est vraiment probable. En général, on va considérer que oui, aucune entreprise peut considérer aujourd'hui qu'elle peut passer à côté de ce sujet. Quelle est l'ampleur des impacts et jusqu'où on peut avoir des coûts, effectivement. Ça, il faut analyser ça secteur par secteur parce qu'il y a des spécificités. C'est pas la même chose d'avoir une attaque par rançongiciel quand vous êtes en cycle de production inversé, quand vous êtes assureur, que quand vous êtes effectivement une entreprise très dépendante d'un contexte, d'une période, comme Laurent l'évoquait, une attaque par rançongiciel en pleine période de Noël, les dégâts seront beaucoup plus importants, effectivement. Donc c'est à ça que sert la cartographie des risques, c'est se poser ce type de questions. Quel mode de défaillance, quelle cause source, Béatrice l'a évoqué, et puis aussi effectivement en prospectif, qu'est-ce qui remettra en cause mon business plan, parce qu'effectivement je peux avoir du risque financier, opérationnel, stratégique ou réglementaire extrêmement coûteux. Effectivement. Peut-être un exemple pour illustrer, oui, deux exemples, pardon, pour illustrer ça. Alors, l'idée n'est pas de remettre en cause le sérieux des dirigeants qui ont eu à prendre des décisions d'investissement pas évidentes, mais on le voit bien. Là, un premier exemple, même dans le monde des business schools, il y a des risques importants. C'est un secteur qui fait face à une concurrence élevée. Il y a parfois des choix stratégiques qui sont difficiles à prendre. Et vous aviez un cas qui a été médiatisé il y a quelques années, le cas de France Business School, le fait d'avoir une stratégie de rapprochement entre écoles, des écoles de niveaux différents, le fait de sortir des banques communes d'épreuves, ce qui est effectivement un enjeu, enfin c'est une vraie prise de risque, ça l'était en tout cas à l'époque, le fait effectivement de réorganiser toute une activité assez vite. En soi, l'idée n'est pas de dire que cette stratégie était mauvaise. L'idée est de dire qu'une cartographie des risques aurait pu aider à se poser des questions, ne serait-ce qu'autour de l'exécution de cette stratégie. Et là, on est à la fois dans l'analyse du risque projet, l'opportunité de ce projet, le délai dans lequel on veut le réaliser, les budgets associés, les coûts associés, et puis peut-être aussi des risques de non-qualité qui peuvent vite survenir. Donc on retrouve des risques projets qui étaient très connus, mais l'idée c'est effectivement est-ce que ce business plan était crédible compte tenu des hypothèses très ambitieuses qui avaient été définies. Donc la cartographie des risques, elle amène ce genre de questionnement. C'est pas toujours des questions faciles, parfois des questions qui font pas forcément plaisir aux dirigeants, mais c'est aussi le rôle des risk managers, c'est d'évoquer des zones de vigilance, soit parce qu'on a eu des incidents, soit parce qu'on n'en a pas eu, mais effectivement il faut anticiper certaines zones de risque. Ça, tous les secteurs sont concernés par ce genre de questionnement. On peut évoquer un autre exemple qui est sur le slide juste après. Même dans des secteurs, effectivement, comme le secteur de l'industrie musicale, vous aviez effectivement, il y a quelques années, Gibson qui a été confronté à des choix stratégiques, une concurrence accrue, des marges qui s'effondrent peu à peu, donc une stratégie de diversification qui visait plusieurs enjeux. Aller vers du moyenne gamme, là où ils étaient habitués au haut de gamme, se diversifier stratégiquement vers des instruments numériques, ce qui était une vraie prise de risque. Aller concurrencer Yamaha ou autres sur leur zone de maîtrise, c'est très risqué. Il s'en est suivi des investissements très importants et un business plan qui n'a jamais été atteint, des détériorations de l'image de marque également, donc des vrais enjeux de restructuration pour une entreprise qui effectivement est connue, tout le monde connaît Gibson, mais qui s'est retrouvée extrêmement impactée. Donc l'enjeu de la cartographie des risques, c'est une question qui a été posée, c'est de la revoir au moins une fois par an, mais même en fait d'avoir un pilotage plus actif. Tous les mois, je vais suivre mes top risques, ceux que j'estime être des risques à piloter, être des risques clés en fin de compte. Donc c'est bien l'enjeu pour le dirigeant. Est-ce que je maîtrise bien mon droit à opérer? Est-ce que je suis conforme? Est-ce que mes risques financiers, stratégiques, réputationnels et opérationnels majeurs sont gérés? Est-ce que j'ai bien alloué un budget des risques autour de ce qui est dans la zone rouge, donc soit une zone de vigilance, soit une zone d'alerte? Voilà, sur ces éléments. Bien, merci Nicolas. Donc quelques remarques dans le chat de Jean-Christophe qui nous dit que voilà, constaté chez un de ses clients la problème de ressources et de budget alloué en fait à la direction des risques, puisqu'on nous dit un comité de direction qui refuse en fait un budget au directeur des risques sur le fait qu'il ne rapporte pas de PNB. Donc la réflexion de Jean-Christophe est de dire que finalement le risque stratégique, il peut aussi trouver sa source chez les dirigeants eux-mêmes en fait, qui refusent l'allocation de ressources ou de budget en fait
au risque management, sujet, piste de réflexion là aussi intéressante en termes d'allocation de ressources. Alors, je vais vous permettre, Yvan, d'ailleurs, de rebondir sur justement ce que dit Jean-Christophe. C'est effectivement là encore une question de perception, une perception des enjeux et du rôle de chacun. Et il y a une analogie que j'aime bien faire, c'est avec la Formule 1, où il viendrait pas à l'esprit d'un pilote de Formule 1 de dire effectivement aux gens du stand, bah en fait c'est pas vous qui pilotez, c'est pas vous qui prenez les risques, etc. Donc vous ne servez pas à grand chose et donc je vais réduire le budget du stand pour m'aider dans ma course. Et là on voit bien que ça serait même pas concevable puisque le pilote ne peut gagner que grâce à la contribution du stand. Et souvent le problème des directions des risques, c'est que elles n'arrivent pas à asseoir leur crédibilité au même titre donc que les gens du stand dans une course de Formule 1, alors même que leur positionnement est exactement le même. C'est-à-dire que sans les directions des risques, et donc là c'est vraiment aussi une question de perception de leur rôle, sans direction des risques, une direction générale aujourd'hui, ne peut pas piloter correctement. Après, c'est une question d'appétence au risque, c'est une question de profil de risque. Elle peut le faire, mais voilà, mais ce serait au risque de naviguer à vue. Excuse-moi, Yvan, je t'ai coupé, c'était juste par rapport à ça. Aussi, remarque aussi intéressante d'Amandine sur le dispositif de maîtrise des risques qui nous dit, suite, là aussi, expérience vécue, mais suite à une cyberattaque dans une société dans laquelle elle travaillait, après réunion de la cellule de crise, etc., en fait, on conclut que le service IT devait être formé en conséquence de manière préventive sur l'ensemble des dispositifs qui pouvaient être mis en place pour essayer de limiter en fait ces cyberattaques. Et elle nous dit par ailleurs que en matière de pilotage des risques et de transfert des risques, par ailleurs, il a été exclu en fait la souscription à une assurance cyber, et que le risque s'est reproduit et qu'il a coûté aussi cher à l'entité. Donc, un élément intéressant en disant, finalement, on complète certains éléments du dispositif de maîtrise des risques par des formations spécialisées, des sensibilisations spécialisées pour limiter en fait le risque de hacking. Et finalement, on se limite à cela et on n'essaye pas de transférer en fait le risque au travers de la souscription de police d'assurance. Voilà, donc réflexion aussi intéressante d'Amandine en matière de traitement des risques. Très bien, on va peut-être conclure. Il est 18h42. Béatrice, peut-être que je vais te laisser la parole pour la conclusion. Tu es en mute, Béatrice. Merci Yvan. Donc effectivement, pour conclure, la question se pose: pourquoi une cartographie au service d'une entreprise responsable et durable? Alors durable derrière, parce qu'il y a des enjeux bien évidemment de performance et de résilience de l'entreprise, donc de l'aider à mieux anticiper. Et puis responsable parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la cartographie va permettre de rentrer dans cette logique de comply or explain, c'est-à-dire en fait, tu prends des risques, mais prends-les. D'ailleurs, il faut prendre des risques, sinon on n'est pas rentable. Mais si demain il y a un problème, tu t'expliques. Tes risques sont justifiés et ils sont justifiables. Et la cartographie va aider le dirigeant justement dans la justification in fine de ses décisions dans un contexte où on a de plus en plus besoin de justifier voilà pourquoi on s'est retrouvé dans telle situation, etc. Et pourquoi, effectivement, quels sont les points forts de cette cartographie? D'une part, parce que la cartographie va porter les indicateurs fondamentaux de pilotage et tout l'enjeu vraiment de la cartographie va être dans la pertinence de ces indicateurs. Dans nos activités de conseil, on voit souvent des cartographies où on sent qu'on a mis un indicateur parce qu'on nous a demandé de mettre un indicateur. Et quand on challenge un petit peu l'indicateur, on se dit, oui, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment l'indicateur peut-être le plus pertinent. Alors que le vrai sujet est vraiment dans l'indicateur pour pouvoir faciliter l'anticipation.
Le deuxième point qui est quand même très important dans la cartographie, c'est que la cartographie va permettre de compenser un peu les silos dans lesquels l'entreprise est. Alors, je vous prends deux illustrations. L'IT. L'IT, comme vous le savez, il y a des incidents d'un côté, l'IT qui essaye de corriger pour que ça ne devienne pas des problèmes. Et puis de l'autre, il y a le métier qui subit la conséquence, en fait, qui a l'enjeu de la donnée, qui a l'enjeu métier. Et les deux se réconcilient pas forcément. Et en fait, la cartographie va permettre de raccrocher ces incidents IT de l'enjeu métier et de réconcilier justement des incidents dont il arrive d'un côté, mais il y a un autre métier qui en a les conséquences. Et le deuxième exemple qui est en plus très tendance dans ces enjeux de durabilité, c'est par exemple la RH aussi. La RH pilote plein d'indicateurs extra-financiers aujourd'hui, l'absentéisme, les turnovers, etc. Or, les enjeux sont portés par les métiers. Et la cartographie où le métier a ses process, il a ses risques, on voit bien que capter certain nombre d'indicateurs qui sont portés par la RH, parce que la RH les suit de manière très précise, ça devient intéressant pour le métier parce que ça va l'aider à affiner et l'aider, là encore, à pouvoir vendre certains sujets et donc à modifier la perception qu'on a sur certains risques. En fait. Surtout dans des entreprises où parfois il y a des cartographies qui ont 5 ans d'existence, 7 ans d'existence, 10 ans d'existence. Les gens voient arriver la cartographie comme un exercice classique qu'on nous amène à tous les comités, mais sans se poser vraiment la question de parfois de son utilité réelle. Et donc, in fine, la cartographie est vraiment un outil dynamique, un tableau de bord, une manière pour le directeur des risques, notamment, de faire des états des lieux réguliers, voilà, sans devoir toujours refaire les mêmes sujets. Et ça suppose en fait pour tous les responsables de risque de se réapproprier certains sujets de risque significatifs en rechallengeant un petit peu, en rechallengeant les indicateurs, etc., pour se réapproprier. Et cette réappropriation des risques qui va permettre d'améliorer en fait la valeur ajoutée de la cartographie des risques et vraiment des investissements qui s'amortissent dans le temps parce qu'on ne revoit pas tous les risques tout le temps, on ne revoit pas tous les indicateurs tout le temps. En général, une fois qu'on a stabilisé des indicateurs, ils vont nous suivre pendant quelques mois, quelques années. C'est juste la valorisation, bien évidemment, des indicateurs qui va changer. Et donc, c'est des investissements qui valent la peine parce que après, ça permet dans les enjeux de communication écrite lors des comités, communication orale, lors de restitution, etc., de pouvoir vraiment avoir une communication percutante en faisant parler les données pour, du coup, modifier la perception. Et donc, si j'avais un mot de conclusion, pour vraiment faire bouger des perceptions en matière de risque, il nous faut des données qualitatives, quantitatives, et la cartographie va aider à les construire, les faire parler dans le temps, parce que ça monte, ça baisse, etc., les corréler dans le temps également, pour essayer de servir un argumentaire qui peut permettre demain de pousser un décideur à prendre une décision ou à retarder une décision compte tenu d'un contexte de risque qu'il prend, mais parfois plus par innocence que par réelle appétence du risque. Donc la cartographie va permettre aux dirigeants d'assumer leur profil de risque, mais en toute conscience. Voilà un petit peu, Yvan, comment on pourrait conclure par rapport aux enjeux de bien. Très bien. Merci Béatrice. Je vois que le temps a passé, donc il est 18h48, donc je vous propose que nous arrêtions là ce webinaire. Merci à tous les participants, merci à nos 3 animateurs naturellement. Vous retrouverez donc en replay, pour les participants, vous recevrez directement en fait le replay et replay qui sera aussi disponible sur le site de l'AFGES. Dans 2 jours, en fait, sur la rubrique actualité, en fait, vous pouvez retrouver donc ce replay. Et juste une dernière précision, le prochain webinaire
le prochain webinar, eh bien non, je n'ai pas la date, donc je vous invite à voir les actualités sur le site de l'AFGES. On me l'avait envoyé, mais je ne l'ai pas. Karine, désolé, quand tu verras, pardon, en dernière page, excusez-moi, je vais vous donner l'information, les prochains lives, donc on devrait avoir en dernière page, me dit-on, eh bien, le 29 octobre, en fait, naviguer dans la complexité, les défis actuels de l'intégration des données ESG pour les institutions financières. Voilà, un webinaire qui sera dédié au risque ESG et à la problématique de l'intégration de ces données pour les établissements financiers. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous et au prochain webinaire. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci.